Voilà, bien bonjour à tous et toutes. Donc ce dont je vais vous parler, c'est de l'évaluation du degré de liberté d'un projet libre. Donc petit élément de contexte donc pour commencer, si on regarde un peu d'où vient le libre et comment il a évolué. Euh, Au départ, en fait, on peut considérer le logiciel libre comme un système d'innovation qui est plutôt tiré par les utilisateurs. Donc si on regarde vraiment les premiers projets, j'en ai repris ici deux qui sont globalement pas trop mal étudiés. SPIP pour les systèmes de gestion de contenu et Claroline pour les systèmes d'enseignement à distance. On est sur des logiciels qui sont développés d'abord par les utilisateurs pour leur propre usage. On a dans un second temps en fait les entreprises qui se positionnent par rapport au logiciel libre et qui vont développer des offres commerciales qui vont intégrer un ou plusieurs composants libres, ce qu'on qualifie classiquement de stratégie open source. Et en parallèle, ce qu'on a également, ce sont des administrations qui s'intéressent en fait au logiciel libre, soit pour des logiciels génériques, des serveurs mail, des systèmes d'exploitation, des outils bureautiques, mais également, le cas échéant, pour développer du logiciel métier. Et donc ça donne des initiatives comme l'UTS-CMS à Paris, Commune Plone ou Plone Meeting en Wallonie, ou d'autres projets qui sont suivis par la Dulact, par exemple, en France. Donc si on regarde cette évolution des projets libres, en fait, elle va premièrement s'accompagner d'une professionnalisation de la démarche de production. Alors ça ne veut pas dire que les utilisateurs qui développent du logiciel le développent comme des amateurs, mais généralement c'est plutôt une démarche de construction de l'outil chemin faisant, alors qu'une fois que les entreprises s'en mêlent, on n'est plus sur une démarche d'entrepreneuriat de type open source dès le départ, ce qui a un certain nombre de conséquences. On voit qu'on a également une diversification des acteurs qui se produit. Et on a également, au fur et à mesure que le succès de ces logiciels se confirme, une augmentation de la taille des projets. Alors, en pratique, quand on prend tous ces acteurs en fait, qui interviennent dans les logiciels libres, ben, on constate des différences de valeur, de motivation, d'objectifs entre les participants potentiels à des projets libres, mais également à l'intérieur des projets libres. On a parfois des mondes très différents en interaction. SPIP, on est plutôt sur de la mobilisation techno-citoyenne. Un projet comme Odoo, on est plutôt sur de la rationalité marchande avec un éditeur qui contrôle le projet. Commune Plone, en Wallonie, on est plutôt sur de l'action publique. Et donc là, on voit bien trois mondes qui ont des valeurs assez distinctes, sachant que même à l'intérieur de la rationalité marchande, entre un grand groupe comme Thales, un éditeur qui a déjà bien grandi comme Odoo ou des petits indépendants, on n'a pas nécessairement les mêmes objectifs à partager au final. Et donc on a, à l'issue de tout cela, des risques de conflits qui émergent dans les communautés et qui peuvent éventuellement conduire à des scissions. Donc, voilà. Alors, dernier élément de contexte, c'est que quand on regarde un projet de logiciel libre, on a deux concepts qui doivent être, à notre sens, distingués. Le premier concept, c'est le logiciel stock. Alors en fait, le logiciel stock, c'est ce que tout le monde peut télécharger sur le site d'un projet de logiciel libre. Donc en gros, c'est le code source. Le code source, en fait, consolidé, prêt à être utilisé avec éventuellement les binaires d'installation. Et donc ça, il n'y a pas réellement d'avantage compétitif associé à ça. C'est vraiment quelque chose que n'importe qui peut télécharger, peut avoir. Ensuite, on a le logiciel flux. Et donc le logiciel flux, finalement, ce sont toutes les contributions qui vont être apportées sur le logiciel au fil du temps. Ça peut être des signalements de bugs, ça peut être de la contribution au code source, des ajouts de plugins, etc., etc. Ce qui intéresse à notre sens les entreprises, c'est moins le logiciel stock, parce que ça, n'importe qui peut y avoir accès. C'est plutôt en fait le dispositif qui permet justement d'organiser et de contrôler ce logiciel flux, ce qui va concerner l'accès au dispositif de production, la gestion des contributions des contributeurs, la gestion de la feuille de route et la gestion de l'aliénation, c'est-à-dire tout ce qui concerne la propriété intellectuelle dans les projets, les marques, les droits d'auteur, les licences, ce genre de choses. Donc la question ici sur laquelle on va se pencher, c'est vraiment la question de savoir comment ce pouvoir va être exercé en fait à l'intérieur des projets libres, en se focalisant plus sur l'aspect logiciel flux que sur l'aspect logiciel stock, qui est finalement moins intéressant pour une entreprise qui souhaiterait développer un business. Alors,
Quand on parle de contrôle, il y a un concept qui va revenir assez rapidement, c'est le concept de gouvernance des projets libres, alors qu'il y a quelque chose qui a été défini il y a déjà assez longtemps, comme étant l'ensemble des moyens qui permettent de déterminer la direction, le contrôle, la coordination d'un ensemble d'individus, partiellement ou totalement autonomes, et qui vont concourir en fait à développer un projet en commun. Cette gouvernance, généralement en début de projet, elle est informelle, et c'est quelque chose qui va se structurer au fil du temps de manière itérative. Donc c'est assez rare que vous ayez un projet qui arrive avec une gouvernance très formalisée tout de suite. On en a des projets comme Eclipse par exemple, ont une gouvernance très mature tout de suite. Mais en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'on a une gouvernance qui est plutôt informelle, et qui va être déterminée d'une part par la licence du logiciel, qui va être une première forme de contrat qui va déterminer les droits et les devoirs de chacun. Et cette gouvernance, elle va également être déterminée par les actions d'une personne qui est le représentant du projet et que souvent on qualifie de dictateur bienveillant, en reprenant l'expression d'Éric Raymond il y a de cela une vingtaine d'années. Donc on part de quelque chose de relativement informel, et le seul aspect, je dirais, formel, c'est vraiment la licence, et on va évoluer vers quelque chose d'un peu plus construit par la suite. Alors on a avec ma collègue, qui est, enfin ma confrère plus précisément, qui est là derrière, développé en fait, identifié 4 logiques de gouvernance qui peuvent porter sur un projet. Alors la présentation a un petit peu évolué par rapport à ce qu'on avait fait à l'époque. Ici, ce que j'ai essayé, c'est de représenter ça dans un système de 4 cadrans, où en fait on part d'une logique informelle. Donc là, c'est la licence qui va fixer un premier ensemble de règles, et puis un dictateur bienveillant, entre guillemets, qui va essayer d'organiser au mieux l'activité collaborative. On peut aller vers quelque chose de davantage bureaucratique, entre guillemets, avec la logique commerciale, où là on a en fait un éditeur open source qui va essayer de valoriser le projet et qui a besoin d'un contrôle en fait important sur ce projet. On peut avoir des projets avec une dimension collective plus importante, mais également assez fortement bureaucratisée. C'est ce qu'on appelle la logique industrielle, où là on est plus face à des projets avec une organisation en consortium, Android par exemple, pour prendre un cas connu. Et on a un quatrième cas qui est un peu l'idéal type, je dirais, des projets de logiciels libres, qui sont soumis à une logique communautaire, c'est-à-dire à une forme de gouvernance qui est davantage démocratique ou méritocratique. Alors, ce qui est intéressant, et c'est en rapport aussi avec ce que j'expliquais sur les différents mondes en interaction, c'est qu'on peut prendre en fait un même type de logiciel qui a forqué de manière successive. Donc, on a eu l'occasion de l'étudier avec Claroline, qui est un système de gestion de contenu pour les universités. Et en fait, on voit que ce projet, quand il émerge vers 2001, a plutôt une logique informelle, et donc c'est le leader du projet en fait qui le personnifie et qui essaie de développer l'activité collaborative à l'international. Il se fâche ensuite avec le sponsor du projet, qui est l'Université catholique de Louvain, et il crée en fait une entreprise qui s'appelle Dokeos, qui évolue progressivement vers une logique commerciale et qui délaisse petit à petit la communauté, et qui sort même en fait de la logique open source à partir de 2010, où là elle évolue progressivement vers un modèle de type SaaS plus classique et propriétaire. Alors, Claroline ne meurt pas. En fait, les parties prenantes qui sont dans le projet se restructurent pour former un consortium à partir de 2005. Et donc là, le projet passe d'une logique informelle vers une logique industrielle. Et en fait, Dokeos, évoluant de plus en plus vers un modèle d'édition très propriétaire, ce qui se passe, c'est que vous avez un second fork qui se produit en 2010, qui donne le projet Chamillot que vous avez en haut à gauche, où en fait ils essaient d'établir une espèce d'équilibre entre toutes les entreprises qui exploitent en fait le projet, et donc eux mettent en place une gouvernance qui est beaucoup plus égalitaire et qui obéit à cette logique communautaire. Donc ça c'est premier constat, c'est qu'en fait quand vous regardez le système de règles qui pèse sur un projet de logiciel libre, ces règles en fait vont pouvoir mener à un type de gouvernance qui est plus ou moins ouverte. Et en fait, logique commerciale, classiquement, c'est assez fermé. La logique industrielle, c'est un peu ouvert, mais pour le consortium, et pas nécessairement en dehors du consortium. La logique communautaire, par contre, est beaucoup plus ouverte à n'importe quel contributeur en fonction de critères, je dirais, méritocratiques.
Alors, ça, c'est la partie vraiment règles formelles. On définit des règles de prise de décision à l'intérieur du projet libre. À côté de ça, ce qu'on a, ce sont des stratégies d'influence, où les entreprises, en fait, ont la possibilité d'orienter le projet d'une manière un peu plus douce et un peu moins explicite ou visible. Et en fait, dans la littérature, on identifie deux manières de le faire. La première, c'est le leadership, donc c'est typiquement recruter des développeurs ou sponsoriser des développeurs influents, importants dans le projet. Donc Cura, par exemple, dans le domaine de l'impression 3D, dont le mainteneur est recruté par Ultimaker, pour prendre un exemple. Et l'autre manière d'influencer le projet, c'est le déploiement de ressources. Donc en gros, vous prenez des développeurs, vous les mettez sur le projet, et l'idée, c'est qu'en mettant de la ressource sur le projet, vous l'amenez finalement là où vous voulez qu'il aille, en fonction du principe que c'est celui qui fait qui décide, en quelque sorte. Alors, on peut mesurer, je ne l'ai pas dit à l'oral, mais on peut mesurer en pratique l'ouverture de la gouvernance d'un projet. On peut également mesurer la concentration en fait, de l'effort de production d'un projet. Et donc ça va permettre d'avoir finalement deux indicateurs, d'une part sur l'ouverture des règles et d'autre part sur le degré de mainmise de prestataires ou d'acteurs en fait, sur le projet. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, en fait, on a deux types de contrôle sur un projet de logiciel libre. On a un contrôle par les règles, donc c'est classiquement ce qu'on appelle la gouvernance. On a un contrôle par les ressources, donc on va mettre des développeurs sur le projet pour essayer de l'amener là où on veut qu'il aille. Et en fait, ces deux types de contrôle peuvent être mesurés d'une part par un indice d'ouverture de la gouvernance et d'autre part par des indices de concentration. Et en gros, si vous avez un indice de concentration qui tend vers 1, vous avez un effort de production qui est concentré entre les mains d'un seul acteur, donc le projet est très dépendant d'un seul acteur. Si vous avez un indice d'ouverture de la gouvernance qui tend vers 1, vous avez un projet qui est très démocratique, et à l'inverse, s'il tend vers 0, vous avez un projet dont les règles sont très vagues ou au contraire très restrictives, en fait. Alors, en jouant avec ces deux mesures de ces deux dimensions du contrôle, en fait, ce qu'on propose, donc, c'est une représentation en 4 cadrans avec finalement 4 types d'exercices du pouvoir. Donc le premier cadran, en fait, c'est le cas où vous avez une gouvernance qui est assez fermée et une concentration de l'effort de production qui est assez forte. Et donc ça, pour nous, c'est typiquement le cas où vous avez plutôt un projet avec une logique commerciale et un éditeur open source qui est assez mature. Alors en fait, ce qui se passe quand un projet d'édition open source est très mature, c'est que soit l'éditeur n'a plus besoin de la communauté parce que ses exigences en matière de qualité sont trop élevées et donc il écarte la plupart des contributions. Et donc éventuellement, il laisse la communauté continuer à vivoter, mais sans nécessairement chercher à l'entretenir. Soit il réoriente l'activité de la communauté vers des tâches d'exploration. Mais en tout cas, l'effort de production, c'est lui qui va l'assurer à 95%. Deuxième cadran typique, c'est le quatrième, c'est ce que j'ai appelé le pouvoir partagé. Là, on a une gouvernance plutôt ouverte, en cohérence avec le partage de l'effort de développement. Et donc là, on est en quelque sorte sur l'idéal type d'un projet de logiciel libre, où on est plutôt sur une logique communautaire avec un projet qui est assez actif. Alors, pouvoir équilibré, là on est plutôt sur la logique industrielle, c'est ce que j'ai appelé le pouvoir équilibré. On a une gouvernance qui est plutôt fermée, mais un développement qui est plus largement partagé. Donc soit c'est de la logique de consortium, soit c'est de la logique commerciale, mais avec une communauté qui reste active. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre de cas, vous avez un risque crédible de fork. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'effort de développement est partagé, vous avez une partie des acteurs qui peut contester finalement l'entreprise focale dans la communauté et créer un projet à côté. Donc typiquement, OpenOffice, le fork d'OpenOffice et de LibreOffice, quand vous regardez, vous avez un effort qui est assez partagé dans la communauté, et finalement, c'est ce qui permet à un certain nombre d'entreprises de forker le projet, de continuer à le faire évoluer, et plus ou moins de tuer OpenOffice par manque de contribution. Et le dernier cas, c'est ce que j'ai appelé le pouvoir diffus. Donc là, vous avez une gouvernance plutôt ouverte, mais un projet, par contre, qui est très lié à l'effort de développement d'un acteur. Et donc là, vous êtes sur une situation d'ouverture un peu en trompe-l'œil, dans la mesure où, effectivement, les règles sont ouvertes, mais le projet est très dépendant à un très petit nombre d'acteurs, voire à un seul
voire à un seul acteur. Alors, on a fait vivre en fait ce modèle-là sur un projet, qui est le projet Android. Alors, avec des données un peu anciennes, parce que le problème, c'est qu'on a évidemment besoin de données sur les contributions et les contributeurs. Et il se fait qu'en fait, deux papiers ont été publiés en 2012, en fait, qui donnent des valeurs sur la partie règles et sur la partie ressources. Et en fait, on voit que dans le système que je vous ai présenté avant, en fait, on est entre le cadran numéro 1 et le cadran numéro 3, ce qui reflète en pratique comment dire, le pouvoir qui est exercé au travers des règles par le consortium sur le projet, et en même temps le poids que représente Google dans le développement d'Android. C'est-à-dire qu'en fait, ils produisent à peu près la moitié de l'effort de développement, chiffre de 2012. Voilà, qu'il faudrait actualiser avec des chiffres plus récents. Donc dans ce cas-là, ce que vous avez, c'est effectivement un risque de fork crédible, qui s'est d'ailleurs produit. Hein. Vous avez eu des projets comme Cyanogen, Lineage OS, Xiaomi avait aussi forqué le projet en son temps. Mais en même temps, une forte pression pour continuer à collaborer, sachant qu'aucun des partenaires Android n'a intérêt à ce que le projet n'explose, puisqu'ils partagent le même intérêt, d'une part, d'avoir un projet qui est stable, notamment au niveau des API techniques, et d'autre part, d'avoir un projet dynamique dans lequel le support des nouveaux hardware est intégré régulièrement. Voilà, donc ceci termine ma présentation donc, sur le contrôle des projets de logiciels libres et d'un outil qui permet d'analyser un peu la manière dont ce contrôle s'exerce. Ou des remarques. Hein. On est tout à fait ouvert aux objections ou aux commentaires. Jean, merci. Présentation très intéressante. C'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus sur la construction de vos indices, puisque beaucoup d'éléments sont qualitatifs et vous cherchez à les quantifier. Et je vous avoue que je suis un peu étonné d'une mesure extrêmement précise sur votre dernière diapo. On est à la quatrième décimale. Je vous avoue que je trouve ça extrêmement intriguant avec une barrière à 0,5 extrêmement franche. D'un point de vue qualitatif, j'apprécie beaucoup votre analyse et votre discours. Je suis un peu plus dubitatif, mais vous ne l'avez pas développé sur la dimension quantitative. Alors, comment vous passez du qualitatif au quantitatif ? J'ai remis le slide. Donc en fait, il y a un papier de conférence qui a été présenté en juillet à la conférence bénévole 2022. Donc si vous cherchez les actes en ligne, l'article est publié, donc vous pouvez aller le consulter. En fait, ce qu'on a fait, c'est ne pas réinventer la roue, mais repartir sur des outils préexistants. Et donc en fait, vous avez Lise Lafane qui a publié une méthodologie d'audit de projet. Donc là, pour le coup, c'est manuel. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un questionnaire avec une échelle de Likert pour chaque critère, qui permet d'évaluer en fait la manière dont la gouvernance est organisée, et qui vous donne en fait une valeur de 0 à 1. 0, vous avez une gouvernance qui est très fermée. 1, vous avez une gouvernance qui est très ouverte. Donc un projet comme Debian, par exemple, ou comme Linux va être relativement proche de 1. Un projet comme Android va être relativement proche de 0. De mémoire, c'est 0,2, une histoire du genre. Enfin, vous avez les chiffres à la fin du support. Est-ce que c'est pertinent d'aller à la quatrième décimale ? Alors ça, non. Non, ça se discute, effectivement. Ce qu'il y a, c'est que ça sort un pourcentage, et j'ai simplement remis le pourcentage sans les pourcents, et donc voilà. Mais oui, effectivement, ça peut se discuter. Et donc l'autre indicateur, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un indicateur qui permettait d'avoir aussi un score de 0 à 1. Et là, ce qui a été fait, c'est prendre un indice de concentration qui est classiquement utilisé pour analyser les structures de marché. Donc, voilà, c'est bon, là, c'est un autre qui a été utilisé, mais c'est cette logique-là, qui permet de voir un peu la structure de production du projet. Est-ce qu'on évolue plutôt vers une situation parfaite où vous auriez une infinité de contributeurs, ou est-ce que vous avez plutôt un projet en situation de monopole de production, si je puis dire, avec un seul contributeur qui produit le code. Donc là, de ce côté-là, on est vraiment reparti sur des méthodologies ou des indicateurs qui sont standards, mais qu'on a intégrés pour proposer une approche un peu plus analytique de ce qui se passe, en fait. Vous auriez une idée pour l'automatisation du calcul de ces indices, par exemple, prenons des bases de code et
Alors, la partie production, en fait, là, il faut une base de données avec l'historique de contribution dans les forges. Ça, si on l'a, Euh, Et donc vous avez, moi je suis en contact avec Grégory Robles par exemple à l'Université de Madrid qui travaille sur ce genre de choses et qui donc lui peut extraire les données et après résoudre alors un point un peu compliqué, c'est les affiliations des développeurs. C'est-à-dire si les gens agissent sous plusieurs adresses email, arriver à réconcilier ça pour savoir que cette personne-là c'est une personne de Google ou c'est une personne d'Oracle ou de tel autre prestataire. Mais donc ça, ces gens-là, en fait, font ça depuis 10-15 ans avec le projet Grimoire Labs, voilà, qui est un vieux projet qui continue à être mis à jour. Donc là, la faisabilité de l'automatisation est très claire, parce qu'on a juste besoin, entre guillemets, des parts de production, des parts de contribution de chaque entreprise, et puis après on calcule un indice de concentration, le mien ou un autre, ça, il n'y a pas de... Voilà, au choix, il n'y a pas de souci. Pour la partie Open Governance Index, en fait, là, le problème, c'est qu'on est vraiment sur une méthodologie d'audit où il faut aller prendre critère par critère, aller regarder sur le site, éventuellement discuter un peu avec les développeurs pour identifier les éventuels points de blocage quand vous soumettez quelque chose. Donc là, c'est plus manuel. Et une difficulté supplémentaire, c'est comme la gouvernance évolue de manière itérative, il y a une dimension chronologique qui est importante. C'est-à-dire que là, vous disiez, Software Heritage, on a des données depuis des années. En fait, idéalement, l'Open Governance Index, il faut le calculer, peut-être pas tous les ans, mais il faut le calculer périodiquement pour voir si le projet évolue d'une certaine manière. Et là, à mon sens, c'est quand même très manuel. Mais voilà. oui, il peut y avoir des changements de licence aussi. Alors la licence est une des dimensions de la gouvernance et ça fait effectivement partie des points qui peuvent jouer ou être des révélateurs de transition, en tout cas dans le projet. Transition en lien avec avec le modèle d'affaires de l'éventuelle entreprise qui gère le projet, par exemple. Mais ça, typiquement, on m'a posé la question en bénévole 2022 et je n'ai pas la réponse. Mais il y avait une personne qui était là, qui avait l'air d'envisager des pistes d'automatisation, même approximative, mais ça reste au stade d'idée à l'heure actuelle, en fait. Est-ce que non, c'est bon, il n'y a plus d'autres questions? Non? Bon, écoutez, merci. Merci à vous.